À quoi ressemblera la future Assemblée nationale à moins de 3 semaines du premier tour des élections législatives? La question est sur toutes les lèvres, même si un premier sondage Harris Interactive nous dit que le RN pourrait décrocher entre 235 et 265 sièges, soit une majorité relative. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Pour vous, il n'avait pas le choix. En préambule, il faut en parler, le président de la République, il Oui, devait dissoudre. Parce qu'il y a discussion, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, disait hier qu'il y avait un autre chemin. Mais bon, voilà, affaibli après les européennes, certains disaient qu'une motion de censure serait arrivée un jour ou l'autre, notamment à l'automne, sur le projet de budget 2025. oui, Yael Braun-Pivet prônait une autre solution, mais une autre solution qui était la recherche d'une coalition qui était introuvable en réalité depuis des mois, depuis l'élection de cette Chambre même, au-delà. Et donc Emmanuel Macron était dans une situation très très compliquée avec le score des élections européennes. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Édouard Philippe ferait dès le lendemain une intervention pour prendre de la distance et se poser en candidat pour la suite, qui aurait encore plus affaibli Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose qui l'a amené à accélérer. Mais ensuite et surtout, c'est que l'ambiance à l'Assemblée nationale aurait été insupportable. Imaginez comment se seraient passés les débats prévus hier, aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec ce résultat. La motion de censure aurait pu passer, selon moi, avant même la fin de la session parlementaire du printemps. Je pense que Emmanuel Macron a préféré prendre les devants, a préféré reprendre en main le calendrier. D'ailleurs, il a une phrase dans son intervention où il a préféré, où il disait qu'il fallait mieux choisir, je crois, que subir. Et il a choisi le moment, c'était la dernière chose qu'il pouvait choisir. Parce que en cas de motion de censure, le Premier ministre est obligé de partir. On imagine mal Emmanuel Macron renommant son Premier ministre comme l'avait fait Charles de Gaulle en 1962. Nous sommes à une autre époque, dans un autre contexte. Je pense que le seul choix qui lui restait, c'est celui du moment. Et il l'a exercé dimanche en allant plus vite que d'habitude, comme il l'a déjà fait à d'autres moments très importants de sa carrière politique. Les enjeux ne sont pas les mêmes, évidemment, entre une élection européenne et des élections législatives. Est-ce que le RN, j'ai évoqué ce sondage, premier sondage Harris Interactive, le RN est vraiment en bonne posture pour ces législatives? En même temps, la campagne n'a pas commencé, certes, elle va être courte, mais on va attendre de voir comment se déroule la campagne, même si 3 semaines, c'est très court. Mais il faut voir qu'on est dans une dynamique électorale qui a été lancée par les européennes et elles depuis plus longtemps. Et cette dynamique, clairement, a profité au Rassemblement national. Et cette dynamique, elle va continuer à jouer. Les autres partis vont avoir un mal fou à s'imposer, avoir des propositions, avoir aussi un accord politique. On voit bien ce que sont en train d'essayer de faire les partis de gauche. Ça va être extrêmement compliqué d'arriver à s'organiser. Les députés Renaissance sont au fond du trou. La plupart d'entre eux ont déjà anticipé le fait qu'ils allaient perdre leur siège. Oui, la dynamique risque d'être favorable au Rassemblement national. La vraie question, c'est de savoir majorité absolue ou relative. Moi, il me paraît peu vraisemblable que le RN ait moins de 200 députés. La question, c'est de savoir jusqu'où il peut monter. Et ça, c'est très compliqué à prévoir, même avec les sondages, parce que tout ça va se jouer, encore une fois, dans des législatives en France, avec un scrutin à 2 tours, va se jouer circonscription par circonscription. Combien y aura-t-il de triangulaires? Que décideront les candidats des autres partis? Combien joueront le jeu de tout sauf le Rassemblement national, combien le refuseront. C'était évidemment frappant de voir ce matin le fait que Éric Ciotti, le patron des LR, qui avait dit dimanche, il est hors de question de faire une alliance avec Renaissance, apparemment s'oriente vers des alliances possibles avec le Rassemblement national. Donc tout ça fait une dynamique qui me paraît propice à une majorité relative, voire absolue, même si ce n'est pas à l'heure d'aujourd'hui le cas le plus vraisemblable, majorité absolue du Rassemblement national. En cas de majorité relative, si on prend le dernier sondage, enfin premier et dernier sondage Harris Interactive, est-ce que le président de la République est contraint de nommer Jordan Bardella? Le président de la République, par la Constitution, est totalement libre de choisir qui il veut. Ça, c'est le texte.
C'est la loi fondamentale française. Mais ensuite, quand vous regardez l'exercice, chaque fois qu'il y a eu une cohabitation, c'est-à-dire une chambre élue avec une majorité différente de celle du président, le président a dû se résigner à choisir celui que le camp d'en face avait choisi. C'était le cas pour François Mitterrand en 1986 avec Chirac, puis à nouveau François Mitterrand avec Édouard Balladur en 1993, et enfin dans le troisième cas de figure de ce type dans l'histoire de la Ve République avec Jacques Chirac qui a dû choisir Lionel Jospin en 1997. Et je ne vois pas donc qui d'autre il pourrait nommer. Il aurait peut-être préféré choisir Marine Le Pen, mais Marine Le Pen dirait non. Et donc clairement, et on voit bien que toute la machine du Rassemblement national s'est mise en route pour porter Jordan Bardella à Matignon. À supposer qu'il y ait une majorité relative pour le RN dans un peu moins d'un mois, comment est-ce que l'extrême droite fait pour passer des lois à l'Assemblée nationale? Parce qu'il se retrouve dans la même configuration qu'Emmanuel Macron aujourd'hui. Hein. Ça va être très compliqué. Alors, il y a une hypothèse qui est que les Républicains aient assez de députés pour jouer le jeu de la coalition et que ces députés acceptent d'entrer dans une coalition avec le Rassemblement national. Ce qu'a dit Éric Ciotti n'est pas forcément valable pour l'ensemble des députés LR. Et donc, le plus vraisemblable, c'est que le Rassemblement national se trouvera dans la même situation que Renaissance depuis 2022, c'est-à-dire avec une absence de majorité, donc une très grande difficulté à faire passer des textes de loi. Alors évidemment, il y a le 49.3, mais le 49.3, il peut servir une fois par session, hormis les questions budgétaires. Et donc, ça me paraît très difficile d'envisager le Rassemblement national avec une majorité relative faisant passer toute une série de projets. Et le plus vraisemblable est qu'il y aura assez rapidement, la question c'est de savoir pour moi dans quel délai, une motion de censure par l'ensemble des partis qui ne sont pas Rassemblement national sur un dossier symbolique. Et il y en aura évidemment avec le Rassemblement national fatalement. Et donc, je ne vois pas comment ça peut, avec une majorité relative, tout change si on a une majorité absolue. Mais si on a une majorité relative, je ne vois pas le Rassemblement national en mesure de faire passer grand-chose d'autre qu'éventuellement un budget et un ou deux textes, mais pas au-delà. Et potentiellement, vous le disiez, Jean-Marc, tomber sur une motion de censure, et il se passe quoi après ? Après, il se passe quoi? Donc là, le choix revient au président de la République qui peut nommer qui il veut. Il peut renommer le Premier ministre qui a été rejeté par l'Assemblée nationale. C'est ce qu'avait fait encore une fois Charles de Gaulle en 1962. Le plus vraisemblable est qu'à ce moment-là, aucun de ceux qui seraient capables de gérer cette majorité relative à l'Assemblée n'acceptera ce fauteuil qui deviendra dès lors un fauteuil empoisonné. Et face à la vacance du pouvoir du Premier ministre, je pense que le président de la République n'aura d'autre choix. Il cherchera plein d'autres choses. Il cherchera à nommer une personnalité importante qui est suffisamment peu typée politiquement pour se prendre une motion de censure très vite. Je pense qu'il n'y parviendra pas, qu'il ne parviendra pas à trouver un Premier ministre qui ne soit pas Rassemblement national et qui accepte le poste. Et donc, après avoir cherché plein de solutions, peut-être après avoir redissous, si tout ça dure des mois, dure jusqu'à l'été prochain, il n'aurait d'autre choix ensuite que de démissionner. Avec derrière, donc, une nouvelle élection, pas une élection présidentielle, qui serait jouée d'avance ? Qui serait, selon toute vraisemblance, dans ce scénario. C'est pas le scénario, c'est pas le seul scénario. Il y en a d'autres. Moi, c'est celui qui me paraît le plus vraisemblable aujourd'hui, même si ce n'est pas celui qui me paraît le plus souhaitable. À ce moment-là, oui, effectivement, le plus vraisemblable, c'est que le Rassemblement national, continuant à faire miroiter aux yeux des Français plein de promesses, on voit ça a déjà commencé, je pense que le candidat du Rassemblement national aurait à ce moment-là de fortes chances d'être élu, et dans la foulée, il dissoudrait pour avoir cette fois-ci une majorité absolue. Je rappelle que chaque fois qu'il y a eu une dissolution juste après la présidentielle, eh bien, les Français ont donné au nouveau président une cohérence politique avec une majorité parlementaire. Que ferait le RN dans cette configuration, dans cette hypothèse ?
Que ferait le RN des principaux leviers de pouvoir, puisqu'il les aurait tous? Alors là, c'est la vraie question. Alors là, j'ai pas de réponse, hein, parce que quand vous regardez le programme du RN, déjà, il a énormément évolué dans le temps. Les gens assez charpentés intellectuellement pour forger un programme, hein, le RN a réussi, on a tiré régulièrement tout au long de son histoire, mais il a jamais réussi à les garder. Résultat, il a un corpus politique prêt à l'emploi qui est extrêmement limité, hein. Il y a une obsession, qui est l'obsession anti-immigration. Mais au-delà de ça, quand vous regardez, hein, les propositions qui ont été faites au fil des ans et des décennies, on n'a rien qui paraît bien solide. Évidemment, on a tout de suite une retraite à 60 ans, la baisse des taxes sur le carburant, etc. On a des problèmes budgétaires qui vont être immenses instantanément. Donc, on peut pas, je crois que c'est très difficile de se faire une idée en regardant le programme du RN. Donc, la solution, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui s'est passé ailleurs dans les pays où il y a des dirigeants d'extrême droite qui sont parvenus au pouvoir. On a deux exemples récents et qui sont complètement différents. Le premier, c'est ce qui s'est passé en Italie avec Giorgia Meloni, qui était arrivée sur un programme très dur, aussi très anti-immigration. Son ministre de l'Intérieur, qui était l'un des plus anti-immigration, a fini par dire que oui, il fallait même des centaines de milliers d'immigrés en Italie, parce que sinon ça allait être problématique pour le pays. Et quand on regarde les dispositions qui ont été adoptées, à part certaines mesures symboliques, notamment dans le domaine des mœurs, mais Giorgia Meloni a plutôt un programme de droite modérée qu'un programme ultra. Et puis on a un autre pays qui est l'Argentine avec Javier Milei, qui lui a adopté un programme qui est extrêmement dur et qui est très intégriste, hein, sur la façon de le mener. Et donc, la vraie question pour moi, c'est est-ce que le RN sera milléiste ou méloniste? Et je n'ai pas la réponse. Et c'est plus du tout la même histoire, pragmatisme ou intégrisme. Évidemment. Évidemment, c'est plus du tout la même histoire. Et D'autant ça, qu'on est en Europe, hein, ça donc le radicalisme au niveau de l'Argentine, pourquoi pas. En Europe, c'est plus compliqué, il y a des règles communes. Oui, on sait bien qu'une des raisons, hein, qui a fait que Giorgia Meloni a penché de ce côté-là, c'est effectivement le fait qu'il y a des enjeux très importants au niveau européen, notamment près de 200 milliards d'euros que l'Europe doit verser suite aux plans qui ont été mis en place après le Covid, qui doivent être versés à l'Italie. Évidemment, ça fait réfléchir et ça amène à se poser des questions. En France, les enjeux financiers sont un peu moins importants, mais ils sont tout aussi lourds dans la balance. Allez, merci beaucoup. Point de vue, explication. Signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, merci beaucoup. Bonne Merci journée. David, au revoir.